Berger, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes la présidente déléguée du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale et vous êtes députée des Yvelines. Alors on a vu tout le week-end défiler des images de transfert de malades hors de l'Île-de-France. Est-ce que le pouvoir cherche à préparer les esprits parce que le reconfinement est là, il est devant nous? On cherche surtout à tout faire pour éviter un reconfinement. On peut encore. Hein. Et donc, on va avoir encore d'autres évacuations, presque une centaine d'évacuations tout au long de la semaine qui va se poursuivre de l'Île-de-France vers d'autres régions qui sont moins sous tension que nous. Ce qu'on voit, c'est qu'on a de fait, avec le développement des variants, des patients qui sont de plus en plus jeunes dans des états qui sont de plus en plus graves. Donc, on a un risque de saturation de nos capacités, encore une fois, en réanimation, d'où les évacuations. D'où des mesures aussi supplémentaires qui avaient été mises en place dans les différents départements. Dans les Yvelines, par exemple, on a mis le port du masque obligatoire dans tous les espaces publics. Donc, c'est plus chaque ville qui, de manière discrétionnaire, décide si oui ou non et dans quelle rue. C'est partout, interdiction de consommation d'alcool par exemple, fermeture de certaines grandes surfaces commerciales. Donc on doit poursuivre à la fois des mesures très strictes avec aussi plus de contrôle pour le respect du couvre-feu, des évacuations. Si ça ne suffit pas, alors le Premier ministre a été très clair, on ne s'interdit rien, y compris le reconfinement, mais ça doit rester encore une fois la décision ultime. Et qu'est-ce qui a votre préférence? Parce que les élus sont divisés sur ce point. Plutôt un confinement le week-end pour laisser les gens travailler normalement ou plutôt un confinement la semaine pour laisser les franciliens respirer le week-end? Écoutez, moi, je ne crois pas à ce débat de savoir s'il faut reconfiner ou une partie de la semaine ou le week-end. S'il faut reconfiner, je crains que ce soit un confinement strict auquel on doive se préparer. C'est la raison pour laquelle, encore une fois, ça doit rester une solution ultime et, je l'espère, pas un confinement qui ressemblerait au tout premier, c'est-à-dire un confinement qui permette que nos enfants, notamment, puissent continuer à aller à l'école. Ça demeure la priorité, ça laisser les écoles Je crois ouvertes. que ça, c'est une vraie différence française, qu'elle est fondamentale sur la question du bien-être de nos enfants, de la lutte contre les inégalités, de la capacité aussi des parents à pouvoir continuer leur activité professionnelle. Mais c'est d'abord pour les enfants qu'on maintient les écoles ouvertes, quand dans certains pays, depuis des mois, ils n'ont pas vu une salle de classe. Quelles sont les conséquences? Comment on mesurera dans quelques mois, dans quelques années, les conséquences de la privation d'école pendant des mois sur un certain nombre de nos enfants? Ne craignez-vous pas, si on reconfine, qu'il y ait une désobéissance, une colère? Les Français en ont assez. Je sais bien, on est les premiers à en avoir assez et à vouloir évidemment recouvrer nos pleines libertés. Je crois que c'est la raison aussi pour laquelle le président de la République a eu raison de ne pas reconfiner quand certains le lui demandaient de manière pressante, parce que lui a considéré justement qu'il fallait tout faire pour l'éviter et que ça ne pouvait être qu'une décision ultime, le reconfinement, parce qu'on sait encore une fois les conséquences sociales, économiques, psychologiques aussi que ce genre de mesure peut avoir. Donc encore une fois, on a un couvre-feu. Je crois qu'il est aujourd'hui vraiment bien respecté. Il n'y a pas eu de désobéissance. Vous avez toujours un ou deux cas, mais objectivement, il est aujourd'hui très bien respecté, alors que ça impose des contraintes qui sont très fortes sur notre vie quotidienne. S'il y avait un reconfinement, je crois que tout le monde aurait compris que c'est parce qu'il n'y a aucun autre choix et que les gens sont raisonnables. Encore une fois, il suffit de voir qu'on a un jeune homme de 33 ans qui a été évacué vers Bordeaux hier pour se rendre compte de la dangerosité des variants, qu'ils sont plus mortels, qu'ils touchent des gens plus jeunes, plus divers, et donc que c'est aussi une question à un moment de survie, ce genre de dispositif. Alors la vaccination patine un peu, que faut-il faire? Est-ce qu'il faut acheter des doses au nom de la France, au nom de l'Île-de-France, hors de l'accord Union européenne? On voit bien que la solution, elle reste d'abord une solution européenne. Et c'est ça aussi qui permet de garantir un approvisionnement. Est-ce qu'il y a eu une difficulté avec AstraZeneca en particulier? Oui, ils sont aujourd'hui en retard sur le rythme de livraison sur lequel ils s'étaient engagés. Et donc, à un moment, il y a des contrats qui existent tout simplement. Donc et des sanctions financières. Oui, et ces contrats doivent être respectés. Donc l'enjeu aujourd'hui, il est moins financier que du délai de livraison. Et il faut impérativement, évidemment, que les doses arrivent. Après, moi je le vois, on a des ouvertures très régulières de nouveaux centres de vaccination. Et si les nouveaux centres peuvent ouvrir, c'est parce qu'il y a plus de doses, parce qu'il y a différentes typologies de vaccins, parce qu'on élargit aussi les personnes qui sont habilitées à vacciner. Les pharmaciens vont pouvoir commencer à le faire. Les médecins l'ont fait, y compris sur le lieu de travail par la médecine du travail. Donc on voit aussi qu'on a multiplié à la fois les typologies de vaccins, les lieux sur lesquels vous pouviez être vacciné et les personnes qui étaient habilitées à le faire. Vous avez l'impression que la présidentielle de l'an prochain se joue sur cette
cette campagne de vaccination? Je crois que c'est surtout la question sanitaire qui se joue sur la question des vaccins. Point. La question de la présidentielle, je pense qu'elle est bien loin de chacun des Français qui aujourd'hui ne se pose pas du tout cette question-là de savoir pour qui il ira voter en mai 2022. La seule question, c'est aujourd'hui, est-ce que la France est suffisamment solide, armée à la fois sanitairement, économiquement, socialement? Je crois que c'est le cas. Et je crois que toutes les mesures qui pouvaient être déployées l'ont été. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale va décider si, pour une relation sexuelle entre un majeur et un mineur de moins de 15 ans, tout consentement n'est plus possible, n'est plus envisageable, c'est-à-dire c'est un crime. Est-ce que vous avez la faveur de cette disposition? Est-ce que vous êtes pour? Bien sûr que je suis pour. Je considère qu'évidemment, il faut poser un interdit extrêmement clair, absolu, et qu'il faut impérativement protéger les enfants, tout simplement. Et on considère qu'en dessous de 15 ans, on est un enfant et qu'on n'est pas habilité à consentir à une relation sexuelle avec un adulte. Et je crois qu'il y a un interdit encore plus fort, absolu, quand on parle d'inceste. Inceste et consentement, ce sont deux mots qui ne peuvent pas aller de pair. On ne consent jamais à un inceste, quel que soit son âge. Toute forme de violence touche les mineurs. On a vu hier la marche blanche pour Alisha, assassinée par 2 camarades de classe. À qui la faute? Aux réseaux sociaux, à l'école qui ne fait plus son travail? Les réseaux sociaux, malheureusement, ils ne sont que le reflet d'une société. Et donc, ils sont finalement des tuyaux dans lesquels vous déversez de la haine, qu'elle soit raciste, antisémite, homophobe, sexiste, On peut misogyne. interdire, on peut réguler. On peut réguler. Vous voyez, ce matin, j'ai découvert que le Twitter avait décidé de suspendre le compte de Mila, plutôt que de suspendre les milliers de comptes de ceux qui l'ont harcelé, menacé, intimidé ou insulté. Donc là, on voit bien qu'il y a un sujet majeur de régulation sur lequel on se sent un peu démuni, en vérité, parce qu'on est au bon vouloir d'un certain nombre de règles de régulation qui sont propres à ces réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, malheureusement, amplifient. On a un enjeu évident d'éducation des plus jeunes sur les risques qu'ils prennent pour eux-mêmes, en allant sur un certain nombre de réseaux sans vérifier les règles, en partageant un certain nombre de contenus qu'ils ne devraient pas y partager. Mais on doit aussi avoir une attention, parce que s'il y a des enfants qui sont victimes, ça veut dire qu'il y a aussi des enfants qui sont bourreaux. C'est toujours plus difficile à accepter que son enfant puisse aussi être responsable d'un certain nombre de ces messages-là. Sauf que ça existe et que la haine sur les réseaux sociaux reste de la haine et qu'elle doit être condamnée de la même manière. Il y a aussi la violence des bandes. Une partie de la droite veut abaisser la majorité pénale à 16 ans. Est-ce que c'est utile? Je ne suis pas sûre que ce soit utile. Ce qui est certain, c'est qu'on a une violence qui se déploie, qui est de plus en plus jeune et qui est de plus en plus importante, avec notamment des rixes où systématiquement, on a aujourd'hui des armes qui sont engagées. On n'est pas uniquement sur une bagarre, on est tout de suite sur soit des armes blanches ou pire, qui sont sorties. On l'a vu avec le jeune Yuri qui avait été laissé pour mort, de fait. Mais que faire? Que faire? Continuer déjà, évidemment, à la fois recruter policiers et gendarmes, mais je crois que le vrai sujet, en tout cas pour moi, il est sur la réponse pénale. Parce que quand vous continuez à augmenter le nombre de policiers et de gendarmes, à les déployer dans tous les départements, et c'est une nécessité. Et je crois qu'il faut le renforcer, on l'a dit nous dans le cadre des régionales, notamment sur une police qui serait beaucoup plus mobile, engagée dans les transports. C'est la police régionale que propose Laurent Saint-Martin. Oui, parce que la délinquance est mobile. Et la délinquance en Ile-de-France, elle est aussi extrêmement liée à la question des transports. Et elle se déplace avec les transports en Ile-de-France. Donc avoir une police qui soit associée à ça, je pense que c'est évidemment quelque chose de prioritaire. Mais vous ne pourrez pas résoudre la question de la violence si vous n'avez pas une réponse pénale qui soit appropriée. Alors c'est quoi? C'est plus de prisons, des prisons pour mineurs, des centres éducatifs fermés? Ça veut dire surtout des peines qui sont exécutées, des peines qui sont imprononcées, qui sont exécutées. Aujourd'hui, vous avez une grande lassitude qui s'exprime de la part des forces de l'ordre, de la part des associations qui travaillent dans un certain nombre de ces quartiers et qui vous disent finalement, oui, on fait de la prévention, oui, on déploie aussi de la répression quand c'est nécessaire, sauf que celles et ceux qui sont interpellés peuvent être relâchés 24 ou 48 heures après et vont ensuite répercuter et répéter les mêmes types de délits. Donc il y a une forme d'épuisement aussi de celles et ceux qui travaillent dans ces quartiers. Donc à partir du moment où il y a une peine, cette peine doit être exécutée. Comme on manque de peine de prison, comme on sait que la prison est criminogène, est-ce que ce ne sont pas les travaux d'intérêt général qui doivent prendre le pas? C'est
prendre le pas. Ça dépend de toute façon de ce sur quoi vous avez été condamné. Il y a un certain nombre de condamnations qui ne justifient pas que vous puissiez être à l'extérieur d'une prison. Après, est-ce qu'en plus, on peut développer des peines alternatives complémentaires? Oui, c'est déjà le cas. En plus, ces peines alternatives et complémentaires, elles existent. Ce qu'on a fait avec Éric Dupond-Moretti dans la réforme récente, justement, sur la question du code pénal pour les mineurs, enfin d'une application spécifique sur les mineurs, c'est justement de faire en sorte déjà que la peine, elle soit prononcée pas des années après. Parce qu'on voit bien qu'il y avait aussi cette difficulté-là de lenteur de la décision qui pouvait être prise. Quand vous avez 14, 15, 16 ans, si la peine est prononcée au moment où vous êtes devenu un adulte, un majeur, quel est l'impact de la peine prononcée? Ça peut même être contre-productif. Donc il faut que la sanction intervienne extrêmement rapidement. Dans les Hauts-de-France, la gauche s'est unie contre le sortant, Xavier Bertrand. Est-ce que La République En Marche doit s'allier du coup avec Xavier Bertrand pour éviter que la gauche passe? Déjà, La République En Marche, elle a le droit de se présenter à des élections. Et il serait quand même un peu incongru qu'un an avant la présidentielle, on renonce à se présenter à des élections. On a aussi une autre voix à faire porter entre Xavier Bertrand et l'Union de la gauche. Le droit de se présenter et le devoir de se retirer s'il y a un risque Rassemblement S'il y a un risque, national. on a toujours dit que nous, on serait responsables face à ce risque-là. J'espère qu'on ne sera pas les seuls à être responsables face à ce risque. En Provence-Alpes-Côte d'Azur, scénario un peu différent, mais là aussi, la possibilité d'une main tendue, d'une entente entre le sortant Muselier qui serait prêt à prendre des élus En Marche sur sa liste pour faire barrage là à Thierry Mariani et au Rassemblement national. C'est une stratégie qui est à votre faveur? Mais si on peut avoir un projet sur lequel on est capable de s'entendre et de s'allier, oui, et que ce soit avec un président sortant de droite ou un président sortant de gauche. On a toujours dit qu'on était prêt, évidemment, à regarder en fonction des projets. C'est ce qu'on a fait au moment des municipales dans un certain nombre de grandes villes. À Toulouse, on s'est évidemment alliés parce qu'on savait qu'on pouvait porter ensemble un projet qui était un projet commun, collectif. Si on peut le faire en PACA, alors on le fera. Ça sera du cas par cas selon les bien régions. sûr, c'est du cas par cas, avec en effet une règle absolue que vous avez rappelée, c'est que nous, on ne joue pas avec l'extrême droite. On ne prendra jamais le risque de l'élection d'un président RN sur l'une de nos régionales. Le 8 avril, une proposition de loi sur la fin de vie sera en débat à l'Assemblée. Il y a un autre texte qui est porté par Jean-Louis Touraine de La République En Marche. Est-ce que, comme Yaël Braun-Pivet, quand même présidente de la commission des lois, vous voterez cette proposition? Moi, je ne la voterai pas et pour plusieurs raisons. La première raison, c'est une raison de méthode. Je considère que ce sujet, la question de la fin de vie, est un sujet qui est essentiel, qui est intime d'ailleurs, qui renvoie chacun de nous à sa propre histoire personnelle, à sa relation avec la mort, à la question aussi de la fin de vie et des soins qui doivent y être déployés. Mais je considère qu'on ne peut pas traiter de cette question aussi essentielle dans le cadre d'une proposition de loi où nous n'allons avoir que 8 à 10 heures pour débattre sur ce sujet, sans qu'il y ait eu des consultations en amont avec les Français, sans qu'il y ait eu d'avis du Conseil national d'éthique, sans qu'il y ait eu d'avis du Conseil d'État. Le débat n'est pas mûr pour vous dans la société. Déjà, j'ai un problème, encore une fois, de méthode. Ce sujet est un sujet important et un sujet important, le traiter en quelques heures, à un an d'une campagne présidentielle, ne me semble pas être la bonne méthode. Je pense que c'est un sujet qui est un sujet de campagne présidentielle qui mérite que les Français se prononcent. Et puis, j'ai un sujet de fond sur la proposition de loi telle qu'elle est écrite aujourd'hui. Il suffit de la lire, elle fait 5 articles. Premier article, vous n'êtes pas uniquement dans un accompagnement de fin de vie. Vous êtes, de fait, dans un suicide assisté tel que la proposition de loi est écrite. Vous avez des problèmes de délai. Les médecins n'ont que 4 jours pour se prononcer suite à votre demande. Et dans les 2 jours suivants, eh bien, la mort, de fait, peut avoir été exécutée. Donc, si vous voulez, moi, sur le fond, je ne peux pas, en conscience, voter ce texte. Dernière question, Aurore Berger, plus légère. Vous avez regardé Jean Castex sur Twitch hier? J'ai regardé en partie. Il faut aller sur ces nouveaux réseaux. En tout cas, il faut aller là où les Français se trouvent. Ils sont aussi sur ces nouveaux réseaux. Les plus jeunes y sont. Donc, je pense que c'est une bonne manière de pouvoir s'exprimer, tout simplement, et de pouvoir interagir. Il y a des gens qui nous écoutent ce matin, mais qui ne seront pas sur Twitch et inversement. Donc, je pense que ça peut être intéressant d'y aller. Aurore Berger, merci, bonne journée. Merci à vous.